Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce samedi 10 juillet 2021 une réunion du comité scientifique chargé de suivi de l'épidémie de coronavirus en Algérie, en vue de prendre en charge la situation épidémiologique actuelle. Ainsi, il a été décidé de réactiver avec rigueur, s'il vous plaît, toutes les mesures de prévention décidées depuis le début de la propagation de l'épidémie, l'étant dans le communiqué. Il s'agit du port du masque de protection, la distanciation physique, la généralisation de l'utilisation des désinfectants, mais aussi de l'accélération de la cadence de la campagne de vaccination. La question qui nous préoccupe, pourquoi avoir attendu tout ce temps pour réagir? Aucune stratégie n'a été élaborée, ni les moyens ont été alloués dès le début de la pandémie pour faire face à cette situation. Pourquoi le pouvoir n'a pas mis le Covid-19 comme priorité nationale, sachant qu'il a mis tous les moyens à sa disposition pour réprimer le Hirak et les hirakistes? Où sont les millions de vaccins qui ont été promis aux Algériens tout au début de cette pandémie? Où est le meilleur secteur de santé en Afrique? Habba man habba wa kariha man kariha, comme l'a proclamé M. Abdelmadjid Tebboune. Autant de questions qui resteront sans réponse, malheureusement. Le nouveau Premier ministre algérien, Ayman Ben Abdelrahman, a été placé en quarantaine après avoir été testé positif au Covid-19. Cette nouvelle infection au coronavirus du Premier ministre confirme la gravité de la situation sanitaire réelle en Algérie qui contraste avec les chiffres officiels. À cause de la recrudescence de la pandémie, plus de 50 personnes meurent chaque jour du Covid-19. Les médecins et les médias indépendants dénoncent la manipulation des statistiques officielles par les autorités sanitaires qui continuent de mentir sur la triste réalité. Dans les hôpitaux du pays, les médecins sont débordés et les services de réanimation saturés depuis la dernière semaine de juin. À Alger, plus qu'ailleurs, à cause de la démographie et de la situation épidémiologique, cette saturation est plus que palpable et de nombreuses familles cherchent désespérément une place pour leurs proches gravement atteints de l'infection, de l'infection à la Covid-19. Si la situation est très grave à Alger, elle n'en reste pas moins préoccupante dans les wilayas de Tizi Ouzou, d'Oran, de Blida ou de Msila. Ainsi, les médecins mettent en doute le dernier bilan quotidien du ministère de la Santé qui parle de 10 décès seulement et de 449 nouvelles contaminations pour 291 guérisons. Le corps médical estime que les contaminations seraient au bas mot de l'ordre de 2000 nouveaux cas quotidiens, soit près de 5 fois plus que ce qui est annoncé. La crise sanitaire liée au coronavirus a constitué une aubaine pour le régime algérien, qui l'a utilisé pour permettre au pouvoir de poursuivre la politique de répression et de ne pas apporter de réponse au Hirak. Les décideurs auraient toutefois tort de se réjouir de l'aubaine. Avec le Covid-19, le régime doit aujourd'hui gérer un séisme sanitaire majeur dont le coût humain risque d'être dramatique compte tenu du délabrement du système de santé. Vétusté et dégradation des hôpitaux, manque criant de moyens, des lits de réanimation ne répondant pas aux standards internationaux pour une population de près de 43 millions d'habitants. Manque d'oxygène dans les hôpitaux, hygiène défaillante et le personnel soignant insuffisant. On vient juste de célébrer l'anniversaire de notre indépendance, 59 ans après. La nouvelle Algérie officielle n'a rien à envier au monde, et cela dans tous les domaines. Les jeunes initiateurs du Hirak ont semé les graines d'une conscience populaire, pas livrée, qui occupe la scène. Ces graines ne manqueront pas de fleurir pour que les opprimés parlent de leur propre voix et cisèlent par eux-mêmes les mots qui diront leur dure réalité. Dawam al-hal min al-muhal.
الشبيبة نايضة راهو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات لأمي ما نسات بدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تمام ما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع افيك من ريفوليسيون باسيفيك يا مريمتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا مريمتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول يخدك بالبوليتيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع بيك من ريفوليسيون باسيفيك خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي ثمان طال الحال شاب زوالي من التخمام غرقتو في الزط لا راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال وحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماش خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلاليل مازال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها قاع يا السراقين حرية لا بديل طولنا ومبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين حرية لا بديل طولنا مبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خدك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك اسمع السون استغل دي توكسيك Algérie contre l'échec devient la référence du régime. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Abdelhamid Mhenni, directeur de recherche à la faculté de médecine de Genève, qui sera avec nous dans cette émission. Dr Abdelhamid Mhenni, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, bonsoir. Bonsoir Nassar, bonsoir à toute l'équipe de Al-Magharibiya et à tous les téléspectateurs, Azul Fillaouen. Et puis merci encore de m'avoir invité pour cette émission. Yartik Sahha, docteur, avec plaisir de vous avoir dans cette émission. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. On aura aussi le plaisir d'avoir notre cher ami Adel Jabbar, analyste politique, qui sera avec nous aussi via Skype depuis le Canada. Adel Jabbar est avec nous. Bonsoir, c'est Adel, marhaba bik. C'est Nassar, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être votre invité sur le plateau. Je profite pour dire un grand bonjour à notre peuple en Algérie et à l'étranger et remercier tous les travailleurs de l'ombre d'Al Magharibiya qui nous donnent l'opportunité de nous exprimer et de dire ce que nous pensons de la triste situation qui prévaut dans notre pays. Le plaisir est partagé, cher ami. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi Abdallah Siddiqi, qui est militant politique, qui sera avec nous de Tamnaras. On discutera aussi de ce malaise, de la colère de nos concitoyens du Sud. On aura aussi le plaisir d'accueillir Maître Zoubida Assou, l'avocate et présidente de l'UCP depuis Alger, et Reda El-Bey, militant associatif depuis Ouergla. Docteur Abdelhamid Mhenni, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Droit au but. Vous avez participé, avant de commencer sur la situation du Covid, donc votre expertise, mais vous avez participé hier au rassemblement des Algériens de la diaspora à Genève. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement par rapport à ce rassemblement ? Franchement, j'ai été dans des rassemblements, des marches à Berlin, à Bruxelles, à Paris, etc. Mais je peux vous dire que cette marche, elle est vraiment formidable. Elle a été très, très bien réussie. Pourquoi ? Parce que
il y a eu des mises en scène, comme vous pouvez le voir, il y a eu des mises en scène qui expliquent notamment ce qu'on appelle la caravane du calvaire du peuple algérien. Et l'expression théâtrale est très importante, surtout ici en Occident. Les gens aiment le théâtre, ils aiment les expressions visuelles. Et ça a donné une occasion dans une ville qui est cosmopolite. Je vous rappelle que Genève est une ville internationale avec 194 ou 194 pays qui sont représentés dans cette ville, avec à peu près 30% de la population qui sont des étrangers. Donc ça constitue une excellente vitrine pour pouvoir exposer nos préoccupations concernant la répression qui s'abat sur le peuple algérien, sur les arrestations qui concernent toutes les franges de la société, notamment des professeurs, des journalistes, le cas de Rabah Karesh, les détenus qui sont en grève de la faim, le détenu aussi qui a été malheureusement arrêté, dont on ne sait pas grand-chose, c'est Brahim Lalami, qui a été, franchement, le pouvoir lui pourrit la vie et ne veut même pas le laisser aller à l'étranger pour éviter cette confrontation. Voilà en gros cette manifestation. Et franchement, je pourrais dire, ça fait presque 30 ans que je suis à Genève, et je peux vous dire que j'ai assisté à des manifestations, par exemple des Kurdes, des Arméniens, mais jamais une manifestation n'a été d'une beauté, n'a été d'une expressivité comme celle-ci que la diaspora algérienne, et c'est tout à son honneur, qu'elle a organisée. Vraiment, c'était formidable. C'est le mot que je dirais. Ça permettra à notre cher peuple de leur remonter le moral, eux qui sont un peu cernés. Et malheureusement, les marches et les manifestations sont localisées uniquement en Kabylie, que ce soit à Bougie ou à Tizi Ouzou. Et là, à l'étranger, il y a de formidables manifestations, et notamment nos frères au Canada, à Paris, à Bruxelles, à Berlin, Londres et toutes les capitales occidentales. Donc ça, c'est une excellente vitrine pour le Hirak, pour exprimer ses désirs pour aller vers un État Dawla Madaniya, Mashi Askariya, donc un État démocratique, civil, et les militaires devraient retourner à leur caserne. C'est ça leur endroit naturel, je dirais, pour s'occuper des problèmes. Docteur Abdelhamid Mahni, ceux qui disent que le Hirak est essoufflé et que le régime a réussi à étouffer, si on peut dire entre guillemets, le Hirak, vous avez dit qu'il est toujours donc présent en force dans la région de la Kabylie, peut-être moins dans d'autres régions. Est-ce que vous pensez que l'image que vous venez de nous dresser de la diaspora laisse croire ça? Alors écoutez, ce n'est pas parce que le pouvoir veut vider les rues que le Hirak s'est arrêté. Vous savez très très bien que le Hirak, c'est des idées, et le peuple a goûté à cette liberté d'expression dans la rue. Mais c'est pas parce que il y a pas, à cause de la répression féroce qui s'abat notamment à Alger ou dans d'autres villes, que le Hirak s'est arrêté. Il se trompe, le pouvoir. Pourquoi? Parce que les Hirakistes engagent des discussions en virtuel intenses. Et donc, il y a des discussions, il y a des échanges, etc. Que ce soit nous dans la diaspora ou la diaspora avec, j'aime pas les Algériens de proximité, j'aime pas le terme de l'intérieur et l'extérieur, mais c'est parce qu'on est tous des Algériens. Et donc, ça nous donne une possibilité d'échanger, de voir quelles sont les stratégies qu'il faudrait adopter en face de ce pouvoir, apporter des aides, réfléchir sur une feuille de route peut-être pour à l'avenir. Donc, discuter avec tous les partis, discuter avec l'ensemble des acteurs qui sont, que ce soit
comme je dis, je n'aime pas le terme intérieur, mais ceux qui sont près et ceux qui sont loin. Nous, on est loin, mais comme beaucoup le disent ici à l'étranger, nous, l'Algérie nous a habités. C'est pas que nous, on habite l'Algérie, mais l'Algérie nous habite. Elle est tout le temps dans nos réflexions, elle est tout le temps dans notre esprit. Absolument. Mais aussi, il ne faut pas oublier, docteur Abdelhamid Mhenni, ce que la diaspora algérienne a joué comme rôle dans la libération nationale, surtout dans ce qu'on appelait ce temps-là la Wilaya 7. Docteur Abdelhamid Mhenni. L'ancien, vous voulez parler de la Fédération des Algériens de France, c'est ça? Oui, alors, oui, tout à fait. Historiquement, le jeu, vous savez que une guerre, ça se gagne politiquement. Et que l'usage de la force, il est pour essayer de vous ramener au politique et pour gagner politiquement. L'Algérie, elle a gagné la guerre pour la libération du territoire, je dis bien du territoire, politiquement. Et parmi les acteurs qui ont contribué, mais d'une manière extraordinaire, c'était les Algériens de la Fédération de France, en apportant un soutien matériel avec l'argent, etc. Et en organisant les manifestations, ça c'est très important, c'est avec ces manifestations qui ont fait prendre conscience aux Français qui n'étaient pas, vous savez que la guerre d'Algérie était un tabou en France, ils n'en parlent pas. Jusqu'à maintenant, ils n'en parlent pas. Jusqu'à maintenant. C'est juste pour faire le lien, docteur Abdelhamid Mhenni, sur ce rôle qui est toujours présent, parce que vous êtes en train de parler donc du rôle de la diaspora dans le Hirak. Restez avec nous, docteur Abdelhamid Mhenni, parce que j'aimerais aussi vous entendre par rapport à la situation sanitaire. Mais je sais que Adel Jabbar est impatient. Il veut nous parler aussi du rôle de la diaspora au Canada. Adel Jabbar, le rôle de la diaspora est très important dans cette révolution pacifique qui a commencé bien sûr le février 2019 et aussi pour un second souffle, si on peut le dire, ou pour la survie du Hirak. Le rôle de la diaspora est très important. Adel Jabbar. Non, le rôle de la diaspora est important. Le rôle des Algériens de l'étranger est important. Moi, je n'aime pas trop le terme de diaspora parce que ça suppose que nous sommes un corps étranger par rapport à notre peuple du fait de l'éloignement géographique. Nous sommes des Algériens de l'étranger, n'en déplaise au sinistre, comment il s'appelle là, Ahmed Douiria qui voulait nous déchoir de notre citoyenneté et nationalité, au triste ministre de l'injustice qui vient d'avaler son bulletin d'essence aussi et qui nous a menacé. Les Algériens de l'étranger sont en particulièrement à cœur les préoccupations de l'Algérie. Ce régime criminel illégitime qui fait feu de tout bois pour éteindre la flamme de la révolution en Algérie et éventuellement à l'étranger était Chakemat. Il aurait aimé que la 7e wilaya de l'époque renaisse encore avec un Ali Haroun à sa tête. Là, il aurait applaudi. Mais malheureusement pour eux, les temps ont changé. Eux, ils sont restés coincés dans leur logiciel des années 60 et ils pensent que le monde va s'adapter à leur crétinisme, à leur idiotie et à leur retard. Des Algériens de l'étranger, encore une fois, viennent de démontrer que mis dans un environnement tout à fait naturel, où il y a possibilité que des compétences, des expertises s'expriment librement, sans népotisme, sans coup de pouce, ils sont capables du meilleur, pas du pire. Or, ce régime incompétent nous a toujours présentés comme étant des gouffres des estomacs qui sont là uniquement à ouvrir leur bouche pour recevoir à manger et puis détruire, salir et ne pas prendre bien soin de notre pays, ce qui est complètement faux. Ce que je dirais à ces gens-là, c'est qu'aujourd'hui, avec la technologie, il nous est permis de voir ce que font les Algériens de l'étranger, de nous enquérir de tout ce qui se passe dans le monde en termes d'innovation technologique, d'avance technique, de développement humain, etc. Donc, ça nous permet d'avoir un regard assez juste
du retard que nous a imposé cette dictature inculte. Ce que je dirais à cette oligarchie militaire, c'est qu'il faudrait qu'elle tienne compte de ce qui se passe actuellement dans le monde. Vous avez entendu, il y a 3 ou 4 jours, le président des États-Unis d'Amérique déclarer qu'ils en avaient marre de rester en Afghanistan. Ils sont restés 20 ans, ils ont englouti 3 000 milliards de dollars, une cinquantaine ou 60 000 djihadistes qui sont morts. Ils ont quitté la base de Bagram sur la pointe des pieds. Quand les Afghans se sont réveillés le matin, ils n'ont trouvé personne, sauf des véhicules calcinés, de la pièce de rechange qui ne servaient plus à rien, des armes qui étaient cassées. Les Américains sont partis, ils les ont laissés. Ils partiront parce que ce qui va trouver une fin biologique, c'est la dictature. Le peuple algérien survivra. Les peuples ne meurent jamais. Ils resteront vivants. Ce que je dirais à cette oligarchie militaire, il faudrait qu'elle tienne compte de toutes les transformations qui sont en train d'être faites. France, ils vont remplacer la France. La France partira comme elle est partie en 62 en laissant les Harkis sur les quais d'Alger. Ils vont les laisser aussi tout seuls et ils auront affaire à leur peuple qui sont en train de martyriser aujourd'hui. Restez avec nous, Adel Djebbar. Je reviens à vous, Dr Abdelhamid Mehdi. Si on revient un peu sur votre expertise un peu, donc la situation sanitaire, il y a en ce moment donc une situation qui est très difficile par rapport à notre pays. On parle bien sûr que Ayman Ben Abdelrahman, le nouveau Premier ministre, a été placé en quarantaine à cause du Covid-19, mais aussi les moyens qui ont été mis à la disposition de la population algérienne ne sont pas suffisants. Pas assez de vaccination, pas assez de campagne pour sensibiliser les Algériens face à cette maladie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Dr Abdelhamid Mehdi? N'avait pas de stratégie pour pouvoir contrer la Covid-19. Ça, on l'a dit plusieurs fois, même sur votre chaîne. Au Hirak, on a dit, puisqu'il n'y a pas de stratégie, alors le risque, c'est la 3e vague. Nous vivons la 3e vague et il pourrait même y avoir une 4e vague. Maintenant, l'Algérie, elle a acheté quelques milliers de vaccins Sputnik V, vaccin. Et puis, elle a acheté, très dernièrement, elle a acheté aussi le Sinopharm. Le Sinopharm, le Sputnik, c'est un vaccin qui est à base d'adénovirus. C'est comme celui d'AstraZeneca. Et le Sinopharm, je pense que c'est je sais pas, je suis pas très sûr, docteur. J'aimerais avoir votre réponse par rapport aux 2 vaccins que vous avez mentionnés, donc le russe et le chinois. Est-ce que ces 2 vaccins sont reconnus par l'Union européenne? Oui, ils sont reconnus par l'OMS. Ils sont reconnus par l'OMS. Seulement, je vais vous dire des informations. La première, c'est que l'efficacité du vaccin Sinopharm, elle est de 79%. Le vaccin russe de Sputnik V, elle est de 95 à 94%. Mais ce n'est pas tant ces études. Le vaccin de Sinopharm, par exemple, il a été utilisé entre 20 et 60 ans. Il n'a pas été utilisé chez les personnes âgées. Le problème, c'est qu'un des pays qui a utilisé le Sinopharm à grande échelle, c'est les Émirats. Les Émirats, ils l'ont utilisé, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient développé des anticorps, mais ce n'est pas avec une quantité suffisante pour faire face au virus. Et donc maintenant, ils sont en train de proposer le vaccin de Pfizer comme une 2e, voire même une 3e injection. Pour dire que ces vaccins-là, ils ne sont pas aussi
efficaces qu'ils le disent. Et donc, le nombre de cas, par exemple, si vous regardez dans la base des données sur le nombre de cas positifs aux Émirats, qui est un petit pays, hein, vous savez, les Émirats, c'est pas plus que Bab-el-Oued, hein, c'est tout petit. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller, c'est vraiment un tout petit pays. Là, le nombre de cas, il est beaucoup plus élevé. Maintenant, même avec ça, je dirais quand même aux Algériens, essayez quand même de vous vacciner. Pourquoi ? Je vais expliquer pourquoi. D'abord, le fait de se vacciner, c'est une chance d'avoir des anticorps pour contrer cette pandémie. Et puis, même si ce vaccin, on sait qu'il n'est pas vraiment efficace, il y a eu des scandales en Chili qui ont utilisé ce vaccin pour dire, voilà, il n'est pas vraiment efficace, etc. Maintenant, l'usage du vaccin reste la seule option pour contrer ce virus. Si les gens, ou si les personnes, le peuple en Algérie hésite, c'est parce qu'il n'y a pas eu un travail pour pouvoir, par exemple, vous pouvez faire une étude sociologique pour essayer de comprendre pourquoi ils ne veulent pas ce vaccin. Mais est-ce que vous pensez que, est-ce que vous pensez que le problème est seulement d'essayer de faire une campagne, si on peut dire, pour essayer de clarifier un peu les positifs, tout ce qui est positif par rapport à la vaccination? Est-ce que vous pensez que le vrai problème, docteur, c'est le problème de confiance? C'est que les Algériens n'ont plus confiance en ces autorités. C'est ça, parce que si on revient un peu, je vais juste revenir sur quelques chiffres, et là je vous donnerai la parole après tout de suite. Par exemple, des chiffres qui ont été avancés par les autorités Covid-19 en Algérie. On nous parle de 786 nouveaux cas, de 12 décès et 39 patients en réanimation. Est-ce que vous pensez que ces chiffres sont vraiment réels, alors qu'on parle d'une troisième vague et que les médecins tirent la sonnette d'alarme presque dans tous les hôpitaux du pays? Je vais vous expliquer ces chiffres. En fait, eux, ils comptabilisent les chiffres qui viennent, c'est-à-dire des patients qui viennent chez eux pour faire les tests. Maintenant, est-ce qu'il y a une possibilité pour l'ensemble de la population de faire des tests? Moi, je vous dis, ce matin, j'ai reçu un appel de mon frangin qui m'explique que 3 membres de sa famille, sa femme et ses 2 enfants, étaient atteints de la Covid. Mais comment ils ont fait le diagnostic? C'est par le scanner. Et le scanner, les personnes qui font des scanners ne sont pas comptabilisées dans les chiffres du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé comptabilise uniquement ceux qui font des PCR chez eux, c'est-à-dire dans les structures hospitalières, etc. Donc, tous ces cas-là, les chiffres, j'explique. Des fois, ils disent la vérité, mais c'est une demi-vérité, pas volontaire, mais parce qu'ils n'offrent pas de tests aussi facilement. Je vous donne un exemple. En Suisse, ils offrent 5 tests par mois à chaque personne de la population, pour qu'il y ait des tests antigéniques au cas où il serait positif, il ferait un test PCR. Mais ces possibilités-là n'existent pas en Algérie. Il faut pouvoir donner la possibilité à toute personne en Algérie, à tout citoyen ou citoyenne en Algérie, de pouvoir faire un test là et centraliser les résultats pour pouvoir donner des chiffres fiables. Ces chiffres, on l'a dit depuis le début, ne sont pas fiables pour plusieurs raisons, dont j'ai cité une des raisons. S'ils sont positifs au scanner, parce qu'il y a des signes qui sont pathognomoniques, c'est-à-dire des signes indiscutables, ces gens-là ne sont pas comptabilisés. Alors, c'est clair que les chiffres vont être sous-estimés, mais ils sont beaucoup plus importants. Et puis, il y a des gens, il y a des personnes qui n'ont même pas la possibilité de faire un scanner, vu les conditions. Absolument. Donc, on peut dire, docteur, que ces chiffres officiels, entre guillemets, ne représentent pas donc la réalité sur le terrain. Restez avec nous. Et puis, Nasser, j'aimerais juste vous rajouter juste une chose. Maintenant, dans tout système économique, politique, etc., quand il n'y a pas la confiance, il n'y a rien du tout. Il n'y a que des problèmes. C'est ça le problème que ce pouvoir ne veut pas comprendre. En fait,
le pouvoir militaire, la junte militaire, elle essaie de dire « moi je resterai au pouvoir ». Et elle le fait à travers, vous n'avez qu'à regarder les chaînes de télévision, on dirait que vous vivez dans un pays, c'est pas on dirait, c'est clair, on dirait que c'est les militaires qui dirigent directement le pouvoir. Ils n'ont qu'à prendre le pouvoir et puis on n'en parle plus. Mais eux, ils essayent d'utiliser une façade civile pour ça. C'est clair, l'élément important, c'est la confiance. Parce que si vous me faites confiance, et moi je suis un élu par exemple, je vais travailler pour le peuple. Mais ces gens-là n'ont jamais été élus. Vous avez vu les 3 élections qui se sont déroulées comme eux, ils avancent dans leur feuille de route. Ils croient que le peuple, il peut plus le leurrer. Maintenant, il reste la communauté internationale. C'est pas qu'ils sont leurrés. Moi, je vais vous dire honnêtement, je discute avec des diplomates des fois qui viennent chez moi pour se soigner. Je vais vous dire des choses. Eux, d'abord, ce pouvoir, il leur vend que comme quoi c'est le garant contre le terrorisme et l'islamisme de l'Occident. Deuxièmement, pour eux, élection libre, etc., égale islamiste. Vous n'avez qu'à voir l'exemple de la Tunisie, l'Égypte, etc., le Hamas, par exemple, en Palestine. Et ça, pour eux, islamisme égale terrorisme. Vous avez vu en Allemagne récemment, il y a eu un Soudanais qui est vraiment sorti d'un hôpital psychiatrique, qui a tué 3 femmes ou 3 personnes. Et vite, ils ont commencé, l'Occident quand même, ils restent quand même traumatisés. Et le dernier élément, qui est très important, ils ont horreur du vide. Le vide, c'est comme en Libye, ils n'aiment pas le vide, ils préfèrent une opposition. Une alternative crédible avec mais malheureusement, docteur Yani Abdelhamid Mehdi, c'est que le problème, même s'il n'y a pas de vide, c'est que tous les indices nous laissent dire qu'on va droit au mur, malheureusement. Et si on va droit au mur, l'explosion peut provoquer de gros problèmes. Et c'est ça qu'il faut que ces pays sachent. Si on continue à soutenir des régimes comme ça, il faut semer malheureusement les conséquences de sa politique. D'abord, c'est le rôle de la diaspora. Ça, c'est le rôle de la diaspora d'aller devant les parlements, etc., pour leur expliquer. Deuxièmement, ça c'est un élément qui est très important. C'est à nous d'expliquer à ces pays-là que chaque jour, il va y avoir des vagues et des vagues de migrants vers l'Europe, etc. Et c'est ce qu'on a vu ces derniers jours. Restez avec nous, docteur Abdelhamid Mhenni, je vais revenir à vous. C'est ce qu'on a vu ces derniers jours. L'Espagne, l'arrivée de 1000 personnes, 1000 jeunes qui ont donc traversé la Méditerranée avec tous les risques qu'ils ont courus, bien sûr. Donc, on a parlé de 1000 jeunes qui ont traversé la Méditerranée, arrivés en Espagne, Harraga, comme on dit chez nous. Adel Djebbar, la situation sanitaire en Algérie, encore une fois, on nous parle de cette 3e vague, alors qu'en 2020, par exemple, Abdelmadjid Tebboune, en avril 2020, il avait déclaré qu'on va naqdiou ala hada le Covid. C'est une question d'un mois. Il avait parlé aussi de ce système sanitaire qu'il avait qualifié du meilleur en Afrique. Si vous continuez à écouter Tebboune, attendez le TGV de Tamrast qui n'arrivera jamais. Sauf le premier geste de salubrité publique quand ce virus-là est arrivé de façon pratiquement surprenante pour le monde entier. La chose que les gouvernants légitimes des pays ou même illégitimes des pays ont dit aux gens, la première mesure à faire, c'est de se laver les mains. Or, en Algérie, ce pouvoir-là, inculte, incompétent, est en train d'offrir des gouttes d'eau une fois tous les 3-4 jours aux Algériens. Les Algériens ne prennent pas de bain, ne se lavent pas parce qu'il n'y a pas d'eau. De l'eau pour boire n'existe pas, elle arrive de façon pernicieuse
une fois tous les 3-4 jours, puis ça ruisselle, les gens remplissent leur baignoire et ça. Donc si on n'arrive pas à se laver les mains, tout le reste tombe à l'eau comme logique sanitaire. Je ne parlerai pas encore de la fabrication des masques. Le Mali a réglé ses problèmes il y a de cela plus d'une année. La Mauritanie non plus. Nous, on n'est pas capable de fournir des masques. On a vu des pays beaucoup plus pauvres que nous, vaccinés beaucoup plus que notre pays. Oui, mais Mahadou, il faut le faire mou. Il faut pas sinon ça devient de la redondance. Avec ces gens-là, l'Algérie a quitté le système solaire. Elle est en orbite quelque part dans une galaxie pour essayer de s'accrocher. Il ne sortira rien avec ces gens-là. Et de ces gens-là, ils sont incapables de produire de l'intelligence ou de produire la richesse ou de produire le développement. Ce qui les intéresse, et on le voit à travers leurs émissions télévisuelles dans leur canal Zigou, comme disait le docteur Mendy, et disent beaucoup d'Algériens, il n'y a que Djish. Il n'y a que l'armée. Vous savez qu'aujourd'hui, vous parliez de nos enfants qui sont en train de se noyer dans la mer pour traverser la Méditerranée. Ils préfèrent affronter la mort que de rester et se suicider en Algérie. Il n'y a absolument aucune perspective d'avenir pour cette jeunesse-là. Les jeunes sont au chômage, ils sont rangés par la misère, ils sont rangés par l'oisiveté, c'est la drogue, c'est la seule chose. Or, ils sont bloqués parce qu'il n'y a pas de création de richesse, il n'y a pas d'investissement qui se fait en Algérie pour créer de l'emploi aux jeunes. Donc, ils leur offrent la possibilité, la seule, l'unique, c'est d'intégrer les rangs de l'armée. Et moi, on me dit, je parlais avec des amis en Algérie, il y a plein de jeunes qui, par désespoir de cause, sont en train de s'engager dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police, etc. Parce qu'il n'y a pas de perspective. Ces gens-là sont au siècle dernier. Ils n'ont pas évolué. Je ne vais pas vous faire de la publicité sur ce que font les nations qui commandent des pays et qui ont un objectif d'avenir pour développer leur pays, créer de la richesse. Je vous le dis, aujourd'hui, le monde est en train de se réinitialiser, c'est-à-dire on a fait un reset. Après Covid-19, nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle division internationale du travail. Ça, c'est un langage que les godasses de chez nous ne comprennent pas. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui est en train de prendre le pas pour emmener le monde vers un futur virtuel que nous n'arrivons même pas à imaginer. Les gens sont en train d'aller vers les technologies futures, l'intelligence artificielle pour aller se développer, créer une richesse et organiser des sociétés de loisirs. Et nous, c'est encore Shingri qui sont en train d'applaudir Ilk al-Ajib à Cherchel. Alors qu'aujourd'hui, un petit caporal de l'US Army ou de la Marine US, à partir de ses toilettes, avec un ordinateur, il peut leur balancer, grâce à son drone, un missile dans leur sac à dos sans qu'ils le sachent. Nous, mazilna de 91-44, ou mazilna char, le char sans recul, le 85 mm, etc. Alors que le monde a changé, c'est de la technologie. Les États sont en train de prendre le monde a changé. Vous êtes en train de dire à Adel Djebbar, parce que on a été rejoint par Maître Nabila Zoubida Assoul, je m'excuse, Maître Zoubida Assoul, qui est avocate et présidente de l'UCP, qui est avec nous depuis Alger. Maître Zoubida Assoul, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi. Bonsoir Nasser, bonsoir à vos invités. Merci pour l'invitation. Allah yabarak fik. Merci à vous, maître, d'avoir accepté l'invitation. Si on revient un peu sur la situation du Covid que vit notre pays, maître Zoubida Assoul, mais aussi dans d'autres domaines, est-ce que vous pensez que tout ce qu'on est en train de voir en Algérie comme échec, comme crise, comme colère aussi, est-ce qu'on est en train d'exceller dans l'échec, Maître Zoubida Assoul? Jamais on a pensé que 59 ans après qu'on a célébré juste cette semaine l'indépendance, entre guillemets, de notre pays, que l'Algérie arrivera à cette situation. Tout d'abord, permettez-moi de quand même toutes les personnes qui ont décédé lors des 2 derniers graves accidents de la circulation
un Rabbi à yarhamhum. Constantine et l'autre, Rabbi yarhamhum, Inch'Allah. C'est vraiment triste encore d'avoir des victimes, encore d'avoir des morts. La situation dans notre pays, malheureusement, s'aggrave de jour en jour parce que nous sommes en face d'un système qui est toujours dans le déni de vérité. Il refuse de voir la vérité en face. Il continue à aller dans la politique du fait accompli. Et pour lui, le peuple ne compte pas. Le peuple ne compte pas. Quand vous avez un chef d'État qui vous dit moi je m'en fous du taux de participation à un scrutin quand même qui va élire les représentants du peuple, donc le Parlement, c'est quand même quelque chose d'inédit, que ce soit dans les pays démocratiques ou même dans les pays les moins démocratiques. On ne peut pas, quand on a du respect pour son peuple, quand on sait qu'un État ne peut pas exister sans le peuple, quand on sait qu'une nation ne peut pas exister sans le peuple, comment peut-on aujourd'hui, au XXIe siècle, avoir des dirigeants qui nous disent non, votre point de vue, le point de vue de la majorité, ne nous intéresse pas. Donc c'est quand même, on est en face d'une situation de déliquescence et de déni et de rejet du point de vue du peuple qui est quand même inédit. Hein. Avant, on avait des dirigeants, même s'ils le pensaient, ils n'osaient pas le dire aussi frontalement. Maintenant, ce qui aggrave encore la situation, c'est que vous avez un pouvoir qui est là quand même depuis décembre 2019 et qui a promis tant de choses aux Algériens et aux Algériennes. Il nous a promis d'ailleurs au début de la Covid 2019, il nous a promis qu'ils allaient produire le vaccin en Algérie à partir de septembre 2021. Absolument. Donc, et qu'il avait aussi promis de mettre fin au Covid par fin avril 2020. Voilà, on ne voit pas cela. Ce que nous voyons, c'est que nos hôpitaux sont toujours dans une situation de délabrement extrême. Les médecins le disent, le personnel de santé, avec tous les efforts qu'ils font, et ils ont été à la hauteur selon les moyens qu'ils ont, mais eux-mêmes ont payé un tribut très très fort. Avec la Covid-19, beaucoup de médecins ont laissé leur vie, beaucoup de personnel paramédical, beaucoup de personnel d'aide qui aide dans tout le secteur de la santé. Donc quand même, la situation est là aujourd'hui. Nous ne voyons pas sur le terrain cette réforme hospitalière dont on nous parle depuis plus de 30 ans. D'ailleurs, l'appellation du ministère de la Santé en Algérie, tout le contraire de ce qui se passe ailleurs, dans les pays qui sont normaux, on va dire, qui ont des normes, on n'appelle pas un ministère de la Santé et de la réforme hospitalière, cette réforme hospitalière qui n'a pas vu le jour à ce jour. On n'a pas réformé justement les hôpitaux, on n'a pas réformé le système de santé, c'est un système archaïque qui n'est pas numérisé, qui n'a pas les moyens, les médecins se plaignent, les paramédicaux se plaignent, ils sont épuisés, on n'arrive pas, et ils n'arrivent pas à faire face. Donc ça, c'est la réalité qui parle. Maintenant, à côté de cela, cette année de pandémie, une année et demie de pandémie aussi, elle a mis le peu d'entreprises qui essayaient de résister quand même et au moins d'assurer l'emploi et d'assurer quand même de faire vivre beaucoup de millions de familles algériennes. Après une année et demie de la Covid, quand même, ces entreprises, dans leur grande majorité, ont mis la clé sur le paillasson. Il y a énormément de pertes d'emplois. Il n'y a pas cette relance économique dont on nous promet depuis déjà Bouteflika, depuis 20 ans, quand nous parlait de diversifier l'économie, quand nous parlait de sortir de la dépendance des hydrocarbures, mais on est toujours dans une dépendance qui est à 96% de notre ressource et de nos rentrées des hydrocarbures. Donc on n'a rien fait quand il y avait de l'argent.
Et aujourd'hui encore, depuis que le chef de l'État est là, M. Abdelmajid Tebboune, on n'a pas vu une seule mesure qui est au profit justement d'améliorer l'environnement de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. On n'a pas vu ces mesures-là, mais bien au contraire, on vient de nommer un gouvernement où il n'y a même pas de ministre de l'économie. Même dans les pays les plus libéraux, il y a des ministères de l'économie, de la prospective, de la statistique. Aujourd'hui, nous avons toujours un gouvernement où il n'y a pas de ministère de l'économie, où nous avons un Premier ministre qui est en même temps le ministre des Finances, qui, pendant une année et demie qu'il était ministre des Finances, il n'a pas pu réformer le système bancaire. Il n'a pas pu. Il a maintenant deux portefeuilles. Il est Premier ministre et ministre des Finances. Ben oui, c'est ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système n'a même pas été capable de se renouveler, même à l'intérieur de lui-même. Ils n'ont plus de gens qualifiés, de gens compétents qui soient capables de prendre les responsabilités du pays et d'assumer justement cette responsabilité et surtout de répondre aux attentes. Quand vous avez des milliers de jeunes qui partent à Raga chaque semaine... De répondre aux attentes des citoyens. C'est un mot, c'est une phrase qui est très importante et j'aimerais vous poser la question par rapport à ça. Vous avez parlé de la déliquescence de l'État, mais aussi la rupture, si on peut dire, et le divorce qui a été consommé entre gouvernants et gouverner aux gouvernants. On va essayer d'écouter ce qui s'est passé donc à Khenchela, avec le déplacement des deux ministres, la colère des habitants de Khenchela après les incendies, ils ont eu le sentiment qu'ils ont été délaissés. On écoute ce petit passage et la colère des habitants de Khenchela et j'aimerais avoir votre, bien sûr, avis par rapport à ça. On écoute cette vidéo. Maître Zoubida Soul, Klitou le bled Yasser Raqin, c'était donc le slogan qui a été lancé contre les deux ministres qui sont venus à Khenchela. Les habitants de Khenchela pensaient que c'était une provocation entre guillemets ou c'était trop tard parce qu'ils étaient délaissés. Est-ce que vous pensez que quand on voit ce genre de slogan, on s'inquiète vraiment de l'avenir de notre pays, mais aussi de l'État? C'est que dans l'esprit des Algériens, il n'y a plus ces institutions, il n'y a plus l'État, si on peut dire. Vous savez, dans un pays qui se respecte, quand on a un État, l'État, c'est qui? L'État, c'est les territoires, c'est le peuple et ce sont les institutions. Et quand on met en place des institutions, les institutions sont censées être au service des citoyens et sont censées travailler pour le bien-être du citoyen et pour le protéger. Aujourd'hui, la population de la wilaya de Khenchela et notamment les régions qui ont été touchées par les incendies se sont senties abandonnées par leur État. Pourquoi? Parce que quand même les incendies ont commencé il y a plus d'une semaine de cela. Et quand est-ce que le gouvernement daine ait envoyé un représentant du gouvernement? C'est une semaine après. Donc, bien entendu, la population ne peut pas comprendre parce que d'abord, elle se sent abandonnée. La deuxième des choses, c'est que venir en retard pour faire des promesses comme celle qu'a faite le ministre de l'Intérieur pour dire nous allons acquérir des Canadair, alors que, moi je me rappelle parfaitement le dernier mandat de Bouteflika, quand il y avait des incendies ailleurs en Kabylie, à l'est comme à l'ouest, comme à Tipaza, et qu'ils avaient à l'époque déjà
parler d'acquérir des Canadair pour faire face aux incendies. Et nous savons parfaitement, quand on a un gouvernement, gouverner c'est quoi? C'est prévenir. On sait très bien que nous sommes un pays semi-aride, aride ou semi-aride, que nous avons un manque en pluviométrie, que nous avons un manque de bonne gouvernance, surtout de nos ressources en eau, que nous avons même toutes les sociétés qui ont été créées de dessalement, ou les entreprises de dessalement d'eau, la majorité était carrément à l'arrêt. Donc il y a un problème de mauvaise gouvernance, de mauvaise gestion. Et donc quand les populations se retrouvent face à face de telles catastrophes naturelles, et qui en plus c'est pas que les forêts, parce que quand vous connaissez, comme je suis de la région, et donc Bouhmama, c'est la culture de la pomme qui a permis à l'Algérie de ne plus importer la pomme de l'étranger, notamment de l'Europe, et qu'aujourd'hui la pomme de Bouhmama, la pomme d'autres régions du pays, et notamment dans les Aurès, c'est une pomme qui aujourd'hui fait concurrence à la pomme de l'Europe. Aujourd'hui, toute cette récolte est partie en cendres, et bien entendu, les populations sont en colère parce que ça touche leurs ressources de vie. Leurs ressources de vie, ce sont des gens qui ont travaillé pendant de longues années, qui ont fait des efforts, et qu'aujourd'hui, par la mauvaise gouvernance, par la mauvaise gestion, ils se retrouvent justement dans cette situation. Bien évidemment, on ne peut que comprendre et compatir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'initiatives citoyennes qui vont organiser des caravanes d'aide pour les populations de Khenchla. Mais l'État institution était absent. On ne peut pas comprendre qu'un chef de l'État qui se dit être le président de la République ne pas être aux côtés du peuple lors d'une catastrophe pareille. Très bien. Maître Zoubida Assoul, j'aimerais juste faire intervenir, restez avec nous, parce que c'est très important d'écouter ce jeune Rida Al-Bey, qui est militant associatif à Ouargla, et on sait très bien ce qui s'est passé à Ouargla, mais aussi pour rappeler nos téléspectateurs, vous avez parlé des incendies, on nous parle aussi aujourd'hui de feux de forêt, un incendie menace la céderie de Tekjda, donc en Kabylie, et c'est aujourd'hui, on parle de feux de forêt aujourd'hui en Kabylie. On va essayer de faire intervenir ce jeune Rida Al-Bey, militant associatif de Ouargla. On sait ce qui s'est passé à Ouargla. Ça fait 5 jours, donc les habitants de Ouargla qui réclament aussi, qui ont fait des manifestations contre la Hougra et contre le chômage aussi qu'ils subissent. Il y a eu des marches à Souk al-Khdar, Ouargla, Benitour, Ain Bida, Khadma et Rouisset, mais aussi à Al-Mniha. On va essayer de vous faire passer quelques images. رضا الباي مرحبا بك بونسوار يعطيك الصحة لحضور هذا الحصة مرحبا بك. بونسوار خويا الله يحفظك وتحياتنا لقناة المغاربية قناة الحرة ومنبر الأحرار ومنبر أحرار كل الجزائر. وي خويا مرحبا. الله يبارك فيك يا رضا. خلينا برك نشوفوا هذا الفيديو يعني. Et là, on va vous faire montrer une vidéo de la campagne électorale présidentielle de 2019 où l'actuel président Abdelmadjid Tebboune s'est déplacé à Ouargla et il a annoncé ça. On l'écoute. 2013 Ouargla هي اللي كانت السباقة في الحراك السلمي. طالبين الشباب بالأخص أن يرفع عنهم الغبن، البطالة، التهميش. إن شاء الله نرفع الغبن، إن شاء الله نرفع الغبن على ورقلة وكل تراب ولاية ورقلة بما فيها حسين سعود اللي راها مجمدة منذ 4 سنين. اليوم أنا شخصيا ما يشرفنيش الكيفية تاع التشغيل بالمناولة هذه،
يعني فيها تجارة بالنسبة للبشر، لازم تشغيل مباشر، لازم الشباب هذا نجيب المعاهد اللي راها في بومرداس وفي غير بومرداس تجي هنا في مكان الإنتاج باش الشباب هذا يتكون ويدخل يشتغل في البترول هو ثاني. وهذه ما هيش مزية، هذا حق وواجب علينا نوصل هذا الحق. بالنسبة المعاناة نتاع ورقلة، معاناة في الصحة، كان زمان مبرمج CHU هنا وتلغى، يرجع إن شاء الله، يرجع. ما كانش اللي يستاهل CHU كما أكبر مدينة في الجنوب هي ورقلة، زايد الصحة الجوارية. Donc, ça, c'était les déclarations d'Abdelmadjid Tebboune avant son élection, si on peut dire, en 2019. La campagne électorale, c'était à Ouargla. On va essayer aussi, parce qu'il y avait des questionnements par rapport à la violence qu'on a vu ces derniers jours, et beaucoup, donc on dit pourquoi les habitants de Ouargla ont utilisé, entre guillemets, la violence, mais il y a eu des images qui démontraient que les habitants de Ouargla étaient pacifistes, et que on peut dire que les images montraient que c'était les forces de l'ordre qui mettaient le feu dans les pneus, si on peut dire. On regarde ces images. Après, on va donner la parole à Rida El-Bey. Donc, en voyant ces images, on voit bien que c'était les forces de l'ordre qui mettaient donc le feu dans les pneus. C'était pas donc les habitants de Ouargla. Rida El-Bey, merci encore une fois, مرحبا بك. سمعت يعني الشيء اللي صرحه عبد المجيد تبون قبيل يعني انتخابه كرئيس في الحملة الانتخابية، ووعد الشباب آنذاك يعني يقضي على الحقرة ويأخذ يعني بأهمية مسألة التشغيل. خلينا نسمع منك يعني الآن، يعني رانا في 2021 الشيء ما تغير هنا. نعم كما قلت خويا، واسمح لي انا نقول له بوكزبون مش تبون، لانه ما مرش علينا في الجزائر هذا اكثر كذبا من هذا الرئيس هذا المعين. على كل حال، من هنا من هذه الصحراء، من هنا يبكي المسكين، من هنا يهان الشباب، من هنا نموت وندفن بلا أكفان، من هنا يقهر الشباب ويهان. المهم من هنا تغيب الألفاظ. هنا يا أخي في الصحراء في درجة حرارة نتاع 60 و70%، وين يضطر المواطن أنه يشري لتر ولا 5 لترات ماء ب20 دينار، وهذا الإنسان يكون بطال، فكيفاش راح تكون ردة الفعل نتاعو؟ تبون هذا المعين كما كان يقول هي مجرد أكاذيب. هو كما يقولوا شرح الجرح والداء اللي هو شركات المناوبة في الولاية، اللي هي أكبر عائق على البطالين وعلى المحتجين، لأنه هذه الشركات المناوبة يملكونها يملكونها الجنرالات، لأنها دولة العسكر، كسكوربيو 2000، كما عارف انا هوبيتال، كاين بزاف تاع الحراسه نتاع الشركات هذو يملكوهم جنرالات، بحيث سوناتراك تخلصهم على
الفرد الواحد على واحد انا جون تخلصوا بالك واحد 20 مليون، بينما هو يعطيه 3 ملايين يخدم عنده كومون كلاب. عرفت؟ دونك هذه ما بغاتش للشباب وما حبوهاش تكون. ضيف الى ذلك انه احنا ناس ديمقراطيين وناس قانونيين، و55 تخيل يا اخي 55 وقفه حضاريه، وقفه بليبوندرول، وقفه بمطالب كل ولكن سي رضا كاين اللي اتهم الشباب هناك يعني في ورقله اتهمهم باستعمال العنف. يعني العنف كيفاش كما نقولوا احنا الرساله كيف تصل من المواطن لهذا النظام. هذا النظام يا اخي علم المواطن الجزائري انه باش نطلق لك الماء سكر العين، باش نعطيك تخدم سكر الطريق، باش نعطيك مانيش عارف انا تريسيتي روح سكر سونال غاز. كيما هكا احتجاجات لانه عنده الحل الامني، ما عنده غير حل امني، عنده غير الانزالات الامنيه. اليوم ورقله راني نقول لك انا مسكره كومبلي، اليوم ورقله ما داخل ورقله وما خارج ورقله مسكرين الكل. ضيف الى ذلك الاحياء هنا في وسط البلاد وكل مسكرين. والان هي الدخله نتاع حسين مسعود اللي هي شرايين الحياه بالنسبه للجزائر مسكره من عند شباب بطال. شباب اليوم ما يفهمش، شباب اليوم جيت تهضر معاه جو احنا بالك كبار ولا كاش ناس يفهموا يقولوا ارواح مش كيما هاك، يقولوا لا يا خويا منا انا نديماري منا تعطيني الخدمه، منا نروح نخدم. دفانا وعود كاذبه. ناس كيما نقولوا راه خويا كما قلت لك تشري في الماء تشري، كيفاش يقدر يعيش؟ حنا ديجا ديروبار احنا في الصحراء، حنا ماهمش دايرين مواطنين، احنا مواطنين درجه ثانيه او ثالثه، وضيف الى ذلك ما تجيش تخدم كيفاه؟ فهمتني صديقي؟ نعم وصح. كيفاش راهم يديروا يعني سكان الجنوب اللي راهم يعني يعانيوا معاناه كبيره. يعاني سكان الجنوب، يعاني في الانتماء نتاعو، يعاني في الماء الشرب نتاعو، يعاني في التريسيتي، يعاني في الحياه، يعاني في كلش. شباب الجنوب مهمش، شباب الجزائر كله هو مهمش. هي لالجيري كومبلي فاسده، فما ادراك زيد في الكره في الدوره تاع الكره ارضيه الجنوب اللي هو منسي ومنذ سنين ومنذ عهود. هذا علاش اخي الكريم قلت لك زاد توسعت الاحتجاجات الان. باش نعطيك على فكره كاين ورقله، كاين تبرز، كاين المنيعه، كاين اضرار، كاين الحجيره. دوك كي نوضوا لهاد الشباب اروح شدهم دركا ما كانش كذا، لانه هذا النظام ماهوش نظام نتاع محاوره، نظام كاذب، نظام ما يعرفش يحاور. مافيا بالنسبه لنا وبالنسبه لتاع الجزائر. هذا النظام هو مافيا تملك وطن، مافيا عندها مؤسسات. ملف التشغيل هنا في ورقله مسيس، ملف التشغيل هنا في ورقله تقدر تشري به حزب، تقدر تدي به بوست في لابيوي، تقدر حتى توسط الرئيس به بالملف نتاع البطاله ونتاع الشغل ونتاع، لانه ما يخفاش خويا سمير انه الخدمه في سوناتراك ولا خدمه في الشركات الوطنيه اللي هي الحمد لله تاع جدودنا واللي هي دفعنا احنا دمها نفسا ونفيس، هي كما نقولوا شركات وطنيه بمقاييس عالميه صح، وشركات مليحه، لانه كما يطمح كل شباب نتاعنا انه يخدم ويروح ويحوس ويدير فيزا ويدير ناتورت كذا، فهمني؟ هذا هو الشباب يحوس يعيش، الشباب يقول بيس اند لوف، الشباب يحوس يعيش. شكرا. ما يحوس منكم مخطونا، خلونا نعيشوا. يعطيك الصحة رضا الباي, بارك الله فيك. نشكروك رضا الباي qui est avec nous, militant associatif. Donc il a décrit un peu la situation à Ouargla, mais il avait parlé aussi que la colère a été propagée à d'autres villes. Il a parlé de l'Mnia. On a des images par rapport à ce qui se passe à l'Mnia. Donc on essaie de regarder ces images et je reviens à mes invités très rapidement.
On a vu donc ces images à Mniha, la colère des habitants de Mniha par rapport à la situation qu'ils vivent, le chômage, le hugara, comme ils disent. Maître Zoubida Assoul, face à cette situation chrysogène, si on peut dire, la situation dans le sud devient très inquiétante, surtout qu'on n'a pas les moyens de faire face à ce genre de demande, les moyens économiques, bien sûr. L'Algérie traverse une crise économique qui a été compliquée par la situation du Covid. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe dans le sud est très inquiétant? Absolument. Personnellement, je peux vous dire que je n'ai jamais été aussi inquiète pour le pays comme maintenant. Sur tous les plans, d'abord sur le plan politique et le système se bloque de plus en plus. Quand vous regardez le nombre de détenus d'opinion, il a dépassé les 300. Quand vous regardez l'état des droits de l'homme et des libertés, nous sommes vraiment revenus à la dictature pure et dure. Contre toutes les libertés. De l'autre côté, vous avez même des chefs de parti comme Fethi Gharras qui est en prison. Le jour où il a fait sa déclaration, j'étais dans la salle. Moi-même, j'avais animé cette conférence avec un confrère et des journalistes pour libérer Rabah Karesh, le journaliste de Liberté qui est incarcéré à Tamen Rasset. Donc, de l'autre côté, bien évidemment, nous... tout cela, on l'avait prévu en tant que politique. On avait attiré les sonnettes d'alarme depuis la fin de 2019 en disant que la crise est une crise de confiance, c'est une crise de défiance du citoyen envers le pouvoir en place, qu'il faille aller vers une solution politique qui passerait par un dialogue sérieux, inclusif, pour faire une période d'assainissement afin de construire un État basé sur les institutions, un État de droit où il y a une justice qui garantit les libertés. Mais malheureusement, le pouvoir ne voulait rien entendre. Mais aujourd'hui, cette situation économique désastreuse aggravée par les conséquences de la Covid-19 et avec toutes les revendications sociales parce que la situation est vraiment dramatique. On peut le dire parce que nous, on vit parmi les citoyens, nous allons en prison, nous vivons si vous voulez, toute la souffrance des familles qui ont, par exemple, je parle de l'Assoul et Meskin qui a juste aidé les familles des détenus et qui se retrouvent en prison et qui est un agriculteur. Hier, je l'ai vu en prison avec Fethi Gharras et tout ça. Il me disait, Maître Assoul, moi j'ai 3 hectares de courgettes. Elle va pourrir, j'ai une récolte qui va pourrir alors que je suis en prison. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai aidé des familles nécessiteuses par mes biens personnels et je me retrouve en prison. Donc c'est ça le drame aujourd'hui que nous vivons. Sauf que le pouvoir à l'époque, il a voulu à tout prix passer du tout sécuritaire au tout répressif et aujourd'hui, il a en face de lui une population qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas de quoi nourrir sa famille, comme l'a dit votre témoin de Ouargla. Et vraiment, nous sommes très, très inquiets. Parce qu'aujourd'hui, parce que les gens ne vont pas s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une révolte de survie. C'est pas une révolte contre vraiment une vue de l'esprit. C'est une révolte de survie. Les gens n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de quoi boire, n'ont pas de quoi nourrir leur famille. Et donc, voilà ce qui attend le pouvoir. Et ça, c'est vraiment inquiétant pour la stabilité et la sécurité du pays. Merci à vous, maître. Je m'excuse parce qu'on est un peu bousculé par le temps. Je vais donner la parole à Dr Abdelhamid Mhenni, qui est avec nous, je pense, et après le mot de la fin, Adel Jabbar. Dr Abdelhamid Mhenni, quand on voit cette colère sociale, mais aussi une situation très difficile. On a entendu Reda El-Bey, ce jeune militant associatif, décrire un peu la situation que vivent des milliers de jeunes, des centaines de milliers de jeunes dans le Sud. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller vers un scénario catastrophique si
on n'essaie pas de trouver les vraies solutions et surtout la solution politique. Vous savez, tous les experts disent que cette situation est extrêmement dangereuse. Si vous regardez les instituts d'études stratégiques, ils le disent clairement. Ils disent que le pouvoir peut acheter encore du temps, 1 année ou 2 années, mais pas plus. Et cette situation est vraiment dangereuse. Vous savez, quand on a fait la marche hier, il y avait la calèche du calvaire qui a été imaginée et mise en scène par notre ami Ali Dahleb. Cette calèche du calvaire, elle exprime d'une manière artistique le vécu des Algériens sur le plan de l'éducation, santé, etc. Elle résume très très bien la situation de l'Algérie. Maintenant, je fais appel aux jeunes de Ouargla de faire attention, ce pouvoir veut les attirer vers la violence, surtout qu'ils ne tombent pas dans le piège. Manifester pacifiquement, Silmiya, c'est la meilleure arme qu'on peut utiliser pour faire face à ce régime. Prenez n'importe quel domaine, comme je viens de le dire, c'est une catastrophe. Maintenant, le problème, c'est que ce pouvoir veut rester coûte que coûte. Ils veulent pas partir, ils veulent pas discuter de son départ, etc. Nous, on n'a pas de truc. On peut discuter de tous les problèmes. Vous savez, quand vous vous rappelez l'histoire du jeune Saïd Chetouane. Le jeune Saïd Chetouane, c'est un des jeunes peut-être les plus normaux, je m'excuse pour les autres jeunes, de toute l'Algérie. Vous avez vu que la jeune Greta Thunberg, cette Suédoise de 15 ans qui manifestait devant le Parlement suédois, elle a écrit à Trump une lettre en lui disant « c'est inadmissible que vous faites rien pour l'environnement ». Et Saïd Chetouane, il a été envoyé à Borj Bouarerij, à 238 km à l'est d'Alger, dans une maison de redressement, alors que Greta Thunberg était la fierté des Suédois. Vous voyez très très bien qu'on est en face de gens qui ne sont pas normaux, comment ils traitent avec le tout sécuritaire une situation qui est politique. À la situation politique, il faut une réponse politique. Ce pouvoir ne veut pas comprendre. C'est pas qu'il ne comprend pas. Il ne veut pas comprendre. Il veut rien il veut pas de changement. Il veut absolument aucun changement. Il veut que le temps s'arrête là où lui il veut. Mais le temps il avance, le progrès avance. Maintenant vous avez vu, le jeune il a filmé le policier qui était en train d'allumer le pneu pour brûler. C'est une situation ubuesque. C'est une situation inimaginable. Comment un agent de l'ordre va allumer le pneu pour... Et puis, je ne sais pas si vous avez regardé aussi, il y a des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux où à Sharia, on a mis des pneus dans les forêts avec du bois, etc. Ça veut dire, allez-y, brûlez les forêts, on y va, ils préparent un peu comme la dernière fois. Allah yabarak fik, docteur Abdelhamid Mhenni. Merci beaucoup, on s'excuse parce que on me dit qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Merci à vous. Le mot de la fin, Adel Jabbar, certes qu'on peut parler des heures sur la situation du pays, mais quand on a un régime qui n'écoute pas, Adel Jabbar, comme le dit le docteur Abdelhamid Mhenni, qui ne veut pas écouter son peuple, malgré la situation qui est catastrophique à tous les niveaux. On a entendu le jeune de Ouargla parler de la situation des familles, des jeunes, et ça peut devenir explosif. Est-ce que vous pensez que ce malaise, cette colère sociale peut converger avec le Hirak pour une pression et pour une solution politique? Ce pouvoir est un pouvoir psychopathe. Il ne comprend que la force. Son diagnostic de la crise profonde, sociale, politique et économique a une seule réponse, c'est le gourdin. Donc c'est la seule réponse qu'il a à offrir aux Algériens. Depuis l'avènement du duo satanique Tebboune-Chengueha, on est passé de l'état autoritaire à l'état totalitaire. Aujourd'hui, chacun qui veut exprimer une opinion est tout de suite brimé, il est emprisonné, il est kidnappé et il disparaît de la nature. Pour revenir au problème de Ouargla et du Sud, moi j'ai vécu au Sud une bonne dizaine d'années, je connais cette région-là. Je vous dis une chose, le pouvoir d'Alger a toujours eu un regard
coloniale sur les populations du Sud. Nos frères du Sud, qui sont à peu près 4 millions répartis sur 2 millions de kilomètres carrés, n'ont jamais rien eu comme chance de pouvoir s'insérer dans la division du travail, international du travail, d'occuper des postes de responsabilité. Sonatrach, à l'époque, 90% des cadres supérieurs, moyens et d'exécution venaient du Nord. Le personnel de l'intendance venait du Nord. Les seuls qui étaient engagés dans les bases de vie de Sonatrach et ses filiales, à partir du Sud, c'est des gens qui faisaient des emplois de plantants, de gardiens, de jardiniers, etc. Donc le regard colonial qu'avait la France vis-à-vis de tous les Algériens, il s'est transformé dans ce pouvoir-là pour les populations du Sud. On nommait des walis qui venaient du Sud, on nommait des chefs de daïra. Je vous raconte une anecdote. En 1980, j'ai pris l'avion de Redaya pour aller à Tamrast. Il y avait quelqu'un que je connaissais bien qui était chef de daïra à l'époque. Je suis parti visiter, il est actuellement en prison, ex-premier ministre. Et en rentrant, j'ai trouvé une cohorte de Targhi en train de faire du thé dans le jardin de la daïra. Quand je lui ai dit qu'est-ce qui se passe, il me dit ils sont là. J'ai dit qu'est-ce qu'ils font, il me dit c'est des plantants, ils nettoient, puis ils nous font du thé. J'ai dit mais pourquoi ils ne travaillent pas? Il me dit ils n'ont pas besoin de travailler, on les fait nourrir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ces gens-là n'aillent pas en Libye, où ils ont de la famille, n'aillent pas au Niger, au Mali. Donc, ils voulaient les sédentariser au risque de les transformer en bras cassés. Vous allez à Tamrast aujourd'hui, 90% des emplois supérieurs sont détenus par les gens qui viennent du Nord, à El Amenas, à Orgla, à El Golea, etc. Je me rappelle quand j'étais dans les pétroles, le travail des manœuvres, oui. Enfin, je sais que vous n'avez pas le temps, mais je veux conclure pour dire, quand j'écoute ce kitboul-là, je demande aux législateurs d'amender la loi en faisant du mensonge un droit légal, parce qu'il nous ment en plein visage, il n'arrête pas de mentir, de produire du mensonge, alors que le pays va à la dérive. À Dieu ne plaise. Merci. On risque la désintégration de ce pays. Pour éviter cette désintégration, il faut désintégrer ce système satanique, maléfique et antinational. Merci à vous, Adel Jabbar. Je remercie tous mes invités. Juste avant de clôturer cette émission, j'aimerais revenir sur cette information. 9 morts et 41 blessés. Rabbi yarhamhum à Ghardaya. Rabbi yarhamhum wa yusabbar walidihum. 9 morts encore à Ghardaya et 41 blessés. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On espère bien sûr de bonnes nouvelles et de beaux jours pour notre pays.